Bonjour, Monsieur le Président. Vous êtes le président d'un organisme qui est vu par les Roumains souvent comme un siège de l'espoir. Mais bien sûr, l'importance de la Cour va au-delà de ça. Alors, je vous invite que, pendant cet entretien, nous leur faire découvrir cette importance. Bonsoir Madame, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup parce que je crois qu'effectivement c'est une grande chance pour la Cour européenne d'avoir la possibilité de se faire mieux connaître et mieux comprendre encore. Je sais que vous venez d'achever une visite très importante ici en Roumanie, durant laquelle vous avez eu des discussions avec le président, avec les juges de la Cour constitutionnelle. Quelles seront les conclusions de cette visite? Effectivement, je termine 2 jours de visite officielle en Roumanie, en compagnie du juge de la Cour européenne, élu au titre de la Roumanie, mon ami le juge Sebastian Raduletu, et puis il y avait aussi dans la délégation le greffier adjoint de la Cour. C'est une grande importance, pareille visite, parce que les gens doivent comprendre que la Cour européenne, qui a son siège à Strasbourg, en France, n'est pas une cour isolée. C'est une cour qui travaille en responsabilité partagée avec les autorités des 46 États membres. Il y a 46 juges à la Cour, un par État membre, mais nous travaillons en synergie, en cohérence globale. Et donc d'aller dans les pays, rencontrer les juges des pays, hier la Cour constitutionnelle, aujourd'hui la Haute Cour de cassation et de justice, ce matin un entretien extrêmement fructueux avec le président de la Roumanie, c'est essentiel pour échanger, dialoguer, et dans le contexte actuel, nous avons besoin que tout le monde non seulement puisse coopérer chacun à sa place, mais partager les difficultés que nous traversons, s'écouter dans le respect mutuel de chacun et surtout dans le respect de l'indépendance judiciaire de la Cour. Je disais tout à l'heure que la Cour est perçue comme un siège de l'espoir des Roumains, mais à votre avis, qu'est-ce qu'ils doivent savoir, les Roumains qui envisagent de s'adresser à la Cour? Que nous sommes une cour pour toutes et tous. C'est cela que les fondateurs du système, lorsque la Convention européenne a été rédigée il y a 75 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a posé cette Convention des droits fondamentaux, des droits individuels, c'est ça que cette Convention a conçu. Une cour qui, après les juges de chacun des pays, peut en dernier ressort protéger les individus contre toute forme d'atteinte portée à leurs droits fondamentaux. Et nous travaillons, depuis 1959 que la Cour est entrée en service, plus d'1,1 million affaires qui ont été jugées à l'échelle de la grande Europe. Nous travaillons pour la vie quotidienne des gens. C'est ça que les Roumaines et les Roumains doivent savoir. Nous sommes là pour eux, s'ils s'estiment victimes d'une atteinte à leurs droits individuels et qu'après avoir saisi les juges du pays, ils pensent qu'il y a encore un remède à apporter à leur situation. Ce qui existe en Europe et qui n'a pas d'équivalent dans le monde, c'est qu'il y a une Cour européenne qui, dans le cadre d'une supervision subsidiaire, est le dernier rempart si on a bafoué les droits fondamentaux des individus. Je sais que la Roumanie est descendue dans le classement des pays en ce qui concerne le nombre de dossiers. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant quelle est la situation de la Roumanie et pourquoi ce progrès, parce que c'est un progrès? La Cour progresse de manière générale et vous savez, bien juger, c'est aussi bien administrer la justice. Ne pas garder les affaires trop longtemps, prioriser les questions. Et la Cour s'efforce de progresser. Nous avons atteint l'année dernière, grâce aux efforts du greffe, 750 personnes qui travaillent avec les 46 juges, le stock d'affaires devant la Cour le plus bas depuis 20 ans. Et la Roumanie est exemplaire à cet égard, puisque le nombre d'affaires qui sont encore à l'examen devant notre Cour et qui concernent votre pays a diminué et est aujourd'hui de moins de 2300 au total sur à peu près 55 000 affaires devant la Cour. C'est parce que le greffe est mobilisé et je voudrais aussi rendre hommage au juge national, le juge Raduletu, qui s'est aussi investi dans cette gestion judiciaire, cette administration judiciaire. Donc oui, la situation s'améliore. Mais elle ne s'améliore pas seulement parce que la Cour
progresse. Elle s'améliore dans le cadre de cette responsabilité partagée en complète coopération avec les autorités roumaines. Je vais vous donner 2 exemples si vous le voulez bien. Le stock d'affaires était principalement alimenté par 2 questions qui se retrouvent dans beaucoup de requêtes portées devant la Cour et qui intéressent les personnes qui nous écoutent. D'abord la question de la restitution des biens, mais aussi la question des conditions de détention. Ces affaires à L2, ces questions à L2 représentent presque 40% du stock des affaires roumaines. Eh bien, la Cour a décidé parce que c'est le travail dont je parlais de priorisation, d'identifier des affaires qui étaient particulièrement pilotes, ce que nous appelons des leading cases. Et en les jugeant, on a donné une direction. Et ensuite, parce que ces jugements sont exécutés par les autorités roumaines, la Roumanie est le pays qui a eu le taux le plus élevé d'exécution de nos arrêts devant le comité des ministres du Conseil de l'Europe l'année dernière. Et parce que les juges roumains ensuite appliquent notre jurisprudence, ça permet de juger plus vite beaucoup d'affaires et surtout, ça évite que de nouvelles affaires soient portées devant la Cour parce que le bon remède, la bonne réponse sera apportée au niveau national. Vous avez aussi des affaires qui peuvent intéresser le fonctionnement de la justice ou l'état de droit de manière générale. Et puis, vous avez les affaires qui intéressent tout le monde dans tous les États et qui peuvent toucher à l'équité du procès, au droit à l'avocat, par exemple. Et donc, vous avez un peu de tout. D'une certaine manière, ça veut dire aussi que le système en Roumanie fonctionne bien. Parce que quand vous n'avez pas de problème systémique, ça veut dire que de manière générale, l'ordre juridique du pays et sa mise en œuvre par les juges du pays produisent des situations compatibles avec les exigences de la Convention. Et ça, je crois que c'est très important de le souligner. Vous avez souligné la coopération avec le système de justice de Roumanie. La réponse de ces systèmes, vu les décisions de la Cour, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Je crois qu'il y a une caractéristique dans la constitution roumaine qui mérite d'être soulignée. Il y a un article dans votre constitution, l'article 20, qui dit que la constitution, c'est-à-dire la norme fondamentale de votre pays, doit être appliquée à la lumière des engagements internationaux pris par la Roumanie. La Déclaration universelle des droits de l'homme et tous les autres traités ratifiés, dont la Convention européenne des droits de l'homme. C'est ce beau traité de 1950 que la Cour applique. Et vous voyez que la cohérence entre l'ordre constitutionnel et l'ordre conventionnel est organisée par votre Constitution. Et ça explique pour beaucoup le fait que l'ordre juridique roumain intègre de lui-même déjà la protection des droits de l'homme telle que nous la définissons. Et ça, je crois que c'est très important. Nous avons parlé de cela avec les juges roumains que nous avons rencontrés hier et aujourd'hui. C'est ce que nous appelons aussi le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que les droits de l'homme ne sont jamais mieux protégés qu'au plus près des individus. Et donc en organisant dans votre système juridique, à travers votre appareil judiciaire, les conditions d'un respect effectif des droits humains, tout de suite, au plus près des problèmes, c'est la pleine effectivité du système qui est assurée. Et c'est ça aussi dont je suis venu m'entretenir avec les juges. C'est un dialogue, nous échangeons, nous voyons les difficultés que nous pouvons rencontrer, mais surtout, nous voyons ce qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, ce sont des valeurs. Et ces valeurs, on les trouve à la fois dans notre Convention européenne, qui est notre patrimoine commun à l'échelle de la Grande Europe et dans votre Constitution. Ça veut dire que ceux qui craignent que l'Europe soit d'une certaine manière contre l'identité du pays, ceux qui ont peur que les juges européens se mêlent de ce qui ne le regarde pas, je veux les rassurer. Je veux les rassurer parce que depuis deux jours, avec les juges de Roumanie, nous avons partagé le même constat. En réalité, l'Europe n'est pas quelque chose qui soustrait de la souveraineté aux États. L'Europe du Conseil de l'Europe, l'Europe de la Convention des droits de l'homme, c'est quelque chose qui ajoute aux protections nationales. C'est quelque chose qui s'inspire des identités constitutionnelles. C'est un système qui embrasse les ordres juridiques en les respectant. Nous travaillons ensemble à trouver du commun dans le respect des différences. Et c'est cela
que je voudrais expliquer aussi aux gens qui nous écoutent. Ayez confiance en nous parce que nous travaillons pour vous. Et nous ne sommes pas là pour imposer un modèle. Nous ne sommes pas là pour, depuis Strasbourg ou quelque part ailleurs, nous substituer ou uniformiser les choses. Nous prenons tout en compte et puis nous essayons d'en dégager des droits partagés avec des dénominateurs communs qui sont en fait le propre de la culture en Europe. Et puis je sais que vous avez le protocole 16. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un oui, petit c'est peu? un protocole qu'on appelle parfois le protocole du dialogue et qui permet aux juges des États de nous saisir d'une demande d'avis consultatif. Vous savez, les gens, et c'est ça qui fait la force du système, ils ont un droit de recours direct devant nous. Hein, ce qu'on appelle le droit de recours individuel. Et je le dis, après avoir épuisé les voies de recours internes, encore une fois, vous pouvez venir directement à la Cour. C'est facile. Il y a un formulaire standard à remplir. Il n'y a pas besoin d'avocat. Au début, notre porte est ouverte parce que nous avons été créés justement pour apporter une protection concrète. Donc c'est facile de nous saisir. Et ce sont les gens qui nous saisissent. Nous pouvons être saisis par les États aussi, peut-être on y reviendra. Mais ce protocole 16 a ajouté une autre forme de dialogue, de juge à juge. Donc quand un juge a une question de principe sur l'interprétation de notre convention et veut être sûr de bien orienter cette interprétation, il peut nous demander un avis. C'est ça le protocole 16. Vous savez, en Roumanie au moins, mais je crois que c'est valable pour tout le monde, la confiance en justice, la crédibilité des juges est en quelque sorte en baisse. Quelles en sont les conséquences et quels remèdes pour une telle situation, une telle réalité? Vous savez, partout où je vais en Europe, je vois le même constat. Ce n'est pas seulement en Roumanie que la confiance dans la justice et les juges est en baisse. C'est partout, en Europe, peut-être même partout dans le monde, mais intéressons-nous à l'Europe, et la confiance dans les juges européens aussi diminue. Et c'est très préoccupant. Parce que s'il n'y a pas confiance dans la justice, en qui les gens peuvent-ils avoir confiance pour que leurs droits soient protégés? Alors, c'est notre travail de restaurer de la confiance, de nous faire mieux connaître, mieux comprendre, d'aller aussi communiquer de manière directe, accessible. Merci de cette interview, mais nous essayons aussi de toucher les publics les plus larges avec les réseaux sociaux, en parlant aux jeunes générations. J'ai lancé une initiative d'aller dans les lycées. Chaque juge va aller dans les lycées avec des questions-réponses posées par les jeunes. Et c'est comme ça, je crois, qu'on peut regagner la confiance des gens. C'est en expliquant ce qu'on fait, en expliquant ce qu'on ne fait pas, et en montrant que nous sommes des gens normaux, que la justice n'est pas rendue ni par des robots, ni par des gens en dehors du monde. Nous sommes des femmes et des hommes qui vivons la même vie que les personnes qui nous saisissent. Et c'est ça aussi qui doit inspirer de la confiance. Nous faisons un métier extraordinaire, mais nous sommes des gens ordinaires. D'ailleurs, la liberté de s'exprimer des juges a suscité pas mal de débats en Roumanie. La Cour s'est prononcée dans le cas d'Aniles. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Et comment cette décision devrait changer la capacité de s'exprimer, enfin la liberté de s'exprimer des juges en Roumanie? C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit en Roumanie, je le sais, et c'est normal, c'est une affaire qui vient de votre pays. Mais en réalité, ce que la Grande Chambre a jugé vaut pour les 46 États. Et nous avons, à travers cette affaire-là, envoyé une sorte de ligne directrice pour tous les juges de tous les États en Europe. Et pour tous ceux qui jugent les juges en matière disciplinaire, puisque, vous l'avez rappelé, c'était un juge qui avait été sanctionné pour des messages qu'il avait mis sur ses blogs. Ce que cette affaire juge, c'est qu'il faut trouver un bon équilibre, un juste équilibre, on dit, entre la liberté d'expression des juges et leur devoir de réserve. Les juges, je l'ai dit tout à l'heure, ont une fonction extraordinaire. Les gens nous confient leur vie, nous confient leurs problèmes et nous demandent d'y remédier, dans toute la mesure du possible, de restaurer de la paix sociale là où il y a un conflit. Et ça nous donne beaucoup de responsabilités et beaucoup d'obligations. Et pour cela, nous devons faire attention à ce que nous disons publiquement. Pour garder la confiance dans la justice, nous devons veiller à être toujours impartial. Notre indépendance est quelque chose en réalité qui protège les justiciables. Donc nous devons aussi faire en sorte qu'elle ne soit pas affectée par nous-mêmes. Je dis toujours, le premier devoir du juge, c'est d'être indépendant vis-à-vis de soi-même. Alors, pour cela, les juges ne doivent pas trop s'exposer publiquement. Mais en même temps,
ils ont la liberté d'expression, comme tous les citoyens et les citoyennes. Et ce que l'arrêt d'Anilette juge, c'est qu'ils ont même, quand il y a une menace particulière sur le fonctionnement de la démocratie, un devoir d'alerte. C'est-à-dire qu'on a reconnu au juge des obligations ou des responsabilités particulières, mais aussi la possibilité, par l'expression publique, d'alerter sur une menace concernant la société démocratique, l'ordre constitutionnel. Et c'est cela que nous avons envoyé comme ligne directrice. Beaucoup de réserves, mais aussi une certaine dose de liberté d'expression. Vous savez, on a récemment traversé en Roumanie des périodes délicates pour la démocratie, pour le processus démocratique. Si on comprend ici aussi les élections présidentielles. Mais en quelle mesure est importante la justice pour maintenir l'état de droit dans ces moments délicats, disons, de la démocratie? Ce que nous faisons, nous, dans le cadre de notre pouvoir judiciaire, c'est essayer de bien faire fonctionner la démocratie. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Nous sommes des acteurs, parmi les autres, de la démocratie. Et si on arrive à faire comprendre cela aux gens, alors on aura déjà gagné beaucoup. Concrètement, je vais vous donner des exemples. Comment on protège la démocratie? On protège la démocratie en protégeant, par exemple, l'intégrité du processus électoral. Vous l'avez dit, nous avons une affaire qui concerne le Royaume-Uni avec des allégations d'ingérence dans les élections. Nous avons dit, les autorités britanniques ont fait tout ce qu'elles pouvaient et devaient faire pour protéger l'élection de quelque ingérence que ce soit. Donc, vous voyez, en protégeant le droit des élections libres, nous veillons à ce que la démocratie soit préservée. La liberté d'expression, vous avez raison, mais la liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de dire n'importe quoi. Et donc, avec cet outil-là, on a aussi les moyens de protéger les gens contre les désinformations, les fake news et toute forme de système de déstabilisation. Et ça aussi, c'est très important. Les réseaux sociaux, Internet, nous avons de la jurisprudence qui rappelle qu'il y a des limites à ce que les gens peuvent dire. Pas de discours de haine, pas de discours de violence. On ne retourne pas la liberté d'expression contre les droits et valeurs protégés par ailleurs par la Convention. Donc vous voyez, en faisant cela, et je parlais de l'indépendance judiciaire, je peux citer à nouveau un certain nombre d'affaires concernant par exemple les réformes en Pologne de ces dernières années, dans lesquelles la Cour, on n'a pas l'affaire d'Anilette, est intervenue pour dire voilà ce qu'il faut garantir aux juges pour protéger le système judiciaire, l'état de droit. Donc en protégeant les élections, la liberté d'expression, l'indépendance de la justice, en fait c'est la vie démocratique que nous protégeons. Les courants populistes sont à l'ordre du jour partout dans le monde. Comment faire quand même fonctionner la justice, même s'il y a de telles tendances? Le juge ne fait pas de politique, ça c'est la première chose. Et ça c'est une limite très claire que je veux rappeler parce que c'est aussi une question de légitimité. Et moi, parfois on me pose des questions dans un contexte politique et je dis toujours, la Cour, et moi qui la préside, on ne peut pas faire de politique, on ne doit pas faire, et je n'en ferai jamais. Mais nous rendons la justice dans un contexte politique, et c'est ça que vous dites. Et comment bien exercer notre fonction dans un contexte où se développent des discours anti-juges, par exemple. Ça, c'est le défi. Alors la première chose, c'est ce que j'ai essayé de commencer à faire tout à l'heure, c'est en communiquant mieux, expliquer aux gens qu'il ne faut pas opposer la démocratie et la justice. Et la dernière question, on portait là-dessus aussi, c'est qu'en protégeant les droits, et notamment aussi les droits de la minorité, en réalité, le juge vient protéger la démocratie dans tout ce qu'elle signifie. Parce que la démocratie, ce n'est pas que la loi de la majorité, c'est la loi de la majorité dans le respect des droits de la minorité et dans le respect d'un certain nombre de droits fondamentaux. Ils sont fondamentaux parce qu'ils sont au fondement de la personne humaine. Et pour cela, ils sont sanctuarisés d'une certaine manière. Et les juges sont les gardiens de ce sanctuaire de droits fondamentaux. Et si on explique aux gens qu'en faisant ça, on ne s'attaque pas à la souveraineté populaire, on respecte complètement ce que les parlements et les législateurs ont décidé. Le juge n'est pas un législateur, il ne sera jamais un législateur. On applique un choix pris par les États, un choix souverain, au nom de leur peuple, de confier à un organe judiciaire en responsabilité partagée avec tous les autres juges des pays la protection
de cette dimension matérielle de l'état de droit. Alors, je pense, on peut commencer par de la pédagogie à faire comprendre aux gens qu'en réalité, les juges ne sont pas contre eux, mais travaillent pour eux. Et vous savez, on a la guerre en Ukraine, c'est la guerre à nos frontières. Les Roumains ressentent ça d'une manière plus particulière. Comment est-ce que la Cour voit tout ce qui se passe en Ukraine, le comportement de la Russie, bien sûr de la perspective des droits de l'homme et de la justice? L'une des dernières missions officielles que j'ai faites, avant celle que j'ai le plaisir d'effectuer en Roumanie, était en Ukraine. Et j'ai été avec le juge ukrainien, le juge Niatowski à Kiev, et je peux vous dire que c'était une expérience aussi extrêmement marquante d'aller dans un pays en guerre, en Europe, qui continue de fonctionner dans le respect des obligations liées à la démocratie et à l'état de droit. Nous avons rencontré la communauté judiciaire ukrainienne et je veux saluer leur courage. Ils continuent de faire vivre l'état de droit dans un pays en guerre. Pour ce qui est de la Cour, nous avons fait un choix historique. Lorsque la Russie a été expulsée du Conseil de l'Europe en 2022 à la suite de l'invasion massive de l'Ukraine, nous avons décidé de garder le stock des affaires qui était pendante devant la Cour contre la Russie, 16 000 à l'époque. Et pour la partie où nous restions compétents, pendant 6 mois après, donc vous voyez 6 mois du début de la guerre, nous sommes compétents pour juger. Nous avons dit, on va garder les affaires qui viendraient. 10 000 sont déjà arrivées. Et nous avons donc, sur ces 25 000 à peu près affaires, un peu plus, nous avons déjà jugé depuis 2022 15 000 affaires. Donc nous continuons de rendre la justice sur les cas, les requêtes qui sont dirigées, qui étaient introduites et qui sont dirigées contre la Russie. Quand bien même la Russie n'exécute pas nos arrêts. Mais ce choix historique, c'est un choix qui est porteur d'espoir et c'est ce que les juges et les Ukrainiens et les Ukrainiennes nous ont dit. Continuez de juger les affaires, continuez de rendre la justice. Nous gardons l'espoir grâce à cela, mais nous faisons plus. En juillet de l'année dernière, la Grande Chambre, qui est la formation solennelle de la Cour, composée de 17 juges, sur 2 requêtes interétatiques, une de l'Ukraine et l'autre des Pays-Bas contre la Russie, a engagé la responsabilité de la Russie, et nous sommes la seule Cour internationale à avoir fait rendre des comptes à la Russie, juridiquement, je veux dire, pour ces faits survenus en Ukraine depuis 2014 et 2022. En constatant des violations, de nombreuses violations des droits humains dans des situations très différentes, mais toutes systémiques. En faisant cela, la Cour a documenté l'histoire. Elle a dit avec la force de la vérité judiciaire sur des centaines de pages ce qui s'était passé. Et maintenant, vous avez une documentation objective des faits. Ça, c'est très important. Elle a aussi reconnu, en constatant les violations, ce que les victimes avaient subi et souffert dans leur chair, individuellement. Et donc, il y a eu justice rendue. Mais, en faisant cela, elle a aussi défendu la souveraineté de l'Ukraine comme État. Parce que la Cour a jugé, et c'est dans l'arrêt de Grande Chambre, qu'en s'attaquant aux individus, c'est à l'identité juridique de l'Ukraine que la Russie s'attaquait. Et donc vous voyez, c'est une réponse aussi à ceux qui craignent que la justice des droits de l'homme aille contre la volonté des États ou des peuples. C'est tout le contraire. En défendant la souveraineté des individus, leur intégrité, leur dignité, leur vie, on défend la souveraineté des États qui sont en réalité les représentants de ces personnes-là. Et donc la Cour a fait tout ça en même temps. Et je suis heureux de pouvoir partager cela avec les personnes qui nous écoutent, parce que ça n'est pas assez connu. Vous voyez, c'est à ça qu'on sert aussi. Et René Cassin, qui a eu le prix Nobel de la paix en 1968, qui a été celui qui a rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme 20 ans plus tôt avec Madame Roosevelt, et qui a été le premier juge français, le premier président français de la Cour européenne, a une très belle formule. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Tant que les droits humains seront bafoués en quelque endroit que ce soit du monde, il n'y aura pas de paix sur la planète. En défendant les droits humains, on travaille pour la paix.
Et puisqu'on est arrivé à la fin de cette interview, je vous prie, je vous invite de transmettre un message aux Roumains qui traversent toutes sortes de turbulences politiques, qui mettent à l'épreuve un petit peu leur confiance, leur optimisme. Je vais avoir justement un message optimiste. Je disais tout à l'heure, on veut parler aux jeunes générations. Il y a une dizaine de jours, j'étais dans un lycée à Strasbourg avec des lycéens et lycéennes du lycée Cassin. J'ai vu une énergie chez ces jeunes qui sont inquiets. Et je suis sûr que c'est la même chose partout en Europe. Et donc, je vais m'adresser aux jeunes lycéens et lycéennes roumaines. Je sais que vous avez une angoisse. Je sais que vous ne savez pas ce que le monde de demain vous réserve. Et c'est légitime. Mais j'imagine que vous avez en vous la même force positive, la même énergie optimiste que celle que j'ai trouvée chez les lycéens et lycéennes françaises. Et je veux vous dire, vous pouvez compter sur nous qui travaillons à la Cour pour protéger vos droits. Mais nous comptons sur vous. Vous construisez le monde de demain dès aujourd'hui. Et ce sont les jeunes, et je parle aux jeunes exprès, et je suis sûr que ça donne aussi à leurs parents, à leurs familles, aux plus âgés, du courage et de l'optimisme. Continuez, ne renoncez jamais. Là où il y a des obstacles, ne renoncez pas aux utopies, aux idéaux. À la fin, les gens de bonne volonté, s'ils travaillent tous ensemble, en confiance, dans le respect mutuel, ils vont faire en sorte que la paix et la justice prévalent. Et ce que j'ai dit aux jeunes Français, je le dis aux jeunes Roumains, faites en sorte que vos rêves deviennent notre réalité. Monsieur le juge, merci. Merci beaucoup pour cet entretien.